Donc, je reviens à l'appel. Donc, je disais que donc, ici, il s'agit de l'acte d'appel. Et l'acte d'appel, on a parlé du premier élément. Donc, l'accusation parle de deux moyens. Le premier moyen, ils ont eu tort d'acquitter le président Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, en violation de la prescription obligatoire de l'article 74-15. En fait, de quoi il s'agit? Il est écrit, et ça, je pense que je vais prendre aussi comment on appelle, le document motivé, puisque j'étais en train d'expliquer selon ma compréhension, hein, les opinions du juge Cuno Tarfusé relatives à la motivation de la décision du 15 janvier dernier, enfin de l'année passée, pardon. Et dans cette décision, le juge a expliqué pourquoi effectivement il était question de ne pas avoir des motivations écrites dans l'immédiat. Et donc on dit qu'il y a eu une erreur d'appréciation. Donc vous allez voir, le deuxième moyen, comme je dis, la majorité a eu tort d'acquitter Laurent Gbagbo Blé Goudé sans du moins énoncer et systématiquement appliquer une norme d'administration de la preuve et ou une approche clairement définie en matière d'appréciation du caractère suffisant des éléments de preuve. Donc ça, je parle un peu des grands points. Comme je l'ai dit, j'aurai le temps de développer ça. Et vous allez voir qu'effectivement, en ce qui concerne l'élément, je vais le lire, etc. Et on va comprendre, est-ce qu'il y a eu erreur, comme le prétend madame le procureur. Nous avons ici, donc j'ai parlé tout à l'heure des normes. J'ai ici le statut de Rome. Donc ici j'ai le statut de Rome. Je vais lire et vous allez voir. Donc nous avons effectivement l'article 74. Donc nous on dirait ici 74. Comme, hein, et l'élément sur lequel table le procureur, c'est celui-là. Hein? Donc j'ai ici l'article 74. Elle dit 74.5. Je vais voir conditions requises pour la décision. On nous dit tous les juges de la Chambre, bon, peu, etc. Au point 5, on dit la décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule décision. S'il n'y a pas l'unanimité, la décision contient les vues de la majorité et il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique. Donc, elle pourrait, ce qu'on dit, la décision est présentée par écrit. La présente par écrit. Nous allons nous en référer effectivement à ce que même les juges ont dit par leurs décisions eux-mêmes. Donc, vous avez ici les motifs. Hein? Vous avez ici les motifs. Que nous dit les juges Cuno Tarfusé? Donc, c'est la décision du 16. Vous allez voir, parce qu'il ne faut pas paniquer. Nous avons les hommes de droit qui font leur travail. Je donne tout cet aperçu parce qu'après, je vais effectivement aller plus en profondeur, comme je l'ai dit, avec les motifs, enfin l'opinion. Ah, merci. Avec l'opinion du juge Cuno Tarfusé et puis vous en parler. Que nous dit-il? Lui, le juge Cuno Tarfusé, il nous dit, excusez-moi, j'avais mis ça tout de suite en chose, comme je suis un peu désordonné. Donc, ça fait que j'avais ça tout à l'heure sous les yeux. Donc, eux, ils parlent au regard de l'article, mais dans son opinion, j'en parlerai, lui, il développe pourquoi il n'a pas voulu, effectivement, faire cela. Voilà ce qu'il dit. Il dit, le 15 janvier 2019, après avoir délibéré, donc ils ont délibéré, la Chambre de première instance a rendu à la majorité des membres du juge
Herrera Carbura étant en désaccord, la décision suivante. Après avoir méticuleusement analysé les éléments de preuve et pris en considération tous les arguments de droit et de fait présentés oralement et par écrit par les parties et les participants, la Chambre conclut à la majorité de ses membres qu'il n'est pas nécessaire que les équipes de la défense poursuivent la présentation des moyens de preuve, étant donné que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve en ce qui concerne plusieurs éléments constitutifs essentiels des crimes tels que reprochés aux accusés. En particulier, la majorité estime que le procureur n'a pas démontré qu'il existait un plan commun destiné à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir et comprenant la commission des crimes à l'encontre des civils. C'est le premier. Deuxièmement, donc, en fait, le procureur estime que le procureur n'a pas étayé l'allégation d'existence d'une politique ayant pour but d'attaquer une population civile sur la base des modes opératoires récurrents auxquels auraient répondu les violences et les autres éléments de preuve indirects cités à l'appui de cette allégation. Le procureur, troisième point, n'a pas démontré que les crimes tels qu'allégués dans les charges ont été commis en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but d'attaquer la population civile. Quatrième point, le procureur estime que le procureur n'a pas démontré que les discours prononcés en public par Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé étaient constitutifs du fait d'ordonner, de solliciter ou d'encourager la commission des crimes allégués, ni que l'un ou l'autre des accusés a contribué en connaissance de cause ou intentionnellement à la commission de tels crimes. La Chambre rendra sa décision pleinement motivée le plus rapidement possible. La Chambre reconnaît qu'il aurait été préférable de rendre dès aujourd'hui une décision motivée en détail. Cependant, bien que la règle 144.2 du règlement de procédure de preuve dispose que la Chambre doit fournir des copies et des décisions le plus rapidement possible après les avoir prononcées en audience publique, aucun délai particulier n'est fixé à cet égard. La majorité est d'avis que l'obligation de l'article 21 du statut de Rome impose à la Chambre d'interpréter et d'appliquer le dit statut d'une manière compatible avec les droits de l'homme internationalement reconnus, l'emporte sur l'exigence de livrer des motifs pleinement détaillés au moyen du prononcé de la décision. En effet, une interprétation trop stricte de la règle 14.2 obligerait la CEM à retarder le prononcé de sa décision dans l'attente de la préparation d'un exposé détaillé de l'ensemble des motifs qui sous-tendent tant les concernant qu'elle a tiré des preuves que des conclusions de droit. Étant donné le volume du dossier des preuves et le degré de détail des arguments avancés par les parties et les participants, et comme la majorité n'a pas pris sa décision sur la base de l'évaluation des preuves, la majorité ne saurait justifier le maintien des accusés en détention durant la période nécessaire de la préparation d'un exposé détaillant par écrit l'ensemble des motifs de sa décision. Je viens. Donc, le juge Cuno Tarfusier dit que il y a des choses sur lesquelles, donc je vous ai parlé la fois dernière, sur lesquelles le juge devait parler. Il y avait des charges. Je vous ai parlé des charges. Les charges. Et en plus des charges, il y avait des événements. Et je vous ai parlé la fois dernière, même si ma voix n'était pas assez audible, je vous ai parlé que le juge, le procureur divaguait. Au départ, elle avait dit qu'il y avait 4 événements. Après, elle en a ajouté 41 événements. Ça faisait qu'il y avait, comment on appelle, un flou, excusez-moi l'expression artistique, dans ce procès. À tel enseigne qu'eux-mêmes se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ce qui veut dire qu'on ne savait plus sur quel pied danser avec le procureur qui dit que ce événement n'est pas important, mais demain elle vient dire qu'il est encore important, effectivement. Bref, donc ils ont compris qu'effectivement il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, au niveau des preuves, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Donc, pour eux, il était question d'acquitter, puisque c'était ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont dit à la défense de ne pas présenter ces éléments, mais qu'il fallait, de ce fait, plutôt dire aux gens que le procès s'arrête là et que, en attendant de donner les motivations, ça veut dire qu'on va maintenir des gens qui sont acquittés
en prison. Donc vous allez voir dans l'opinion de Cuno, j'en ai parlé déjà, parce que pour lui, comme il le dit, il dit n'est pas compatible avec les droits de l'homme internationalement reconnus, l'emporte sur l'exigence des motifs. Donc, les droits de l'homme dit quelqu'un qui est acquitté doit être libre. Donc, on ne peut pas acquitter le président, le ministre Blé Goudé, et puis les maintenir en prison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il dit, au vu de ce qu'il a, il préfère, puisqu'il y a la latitude lui a donné, de les libérer. Et puis, les motifs, nous décidons qu'au vu de ce que nous avons, les personnes doivent être acquittées. Voyez? Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et je pense, après je viendrai sur un autre aspect, donc je pense que c'est très important ce qui en est, et c'est ce que comment on appelle, les juges à la majorité ont dit. Maintenant, le problème de fond, quand je vous ai lu, le problème de fond n'est pas attaqué ici par le procureur. Elle dit qu'on a acquitté le président Gbagbo, on ne devait pas les faire, on les a fait sans qu'on ait donné, comment on appelle, par écrit, ces différents éléments. Bref, je pense que je reviendrai plus en détail sur ces différents éléments, en fouillant. Hein, bien sûr, il y a vraiment de la littérature, hein, ça je vous le dis, en plus en détail sur ce qui est là, pour que les gens comprennent. Parce que, comme je dis, la fois dernière, j'ai compris que certains avaient paniqué quand il y a eu l'audience du 7, hein, du 6, qui devait avoir le lendemain, le 7. Je vais permettez que je fasse une digression. Le 7, et ça, je pense que ça va être dans le deuxième point, je vais continuer ici et puis je vais m'arrêter là rapidement parce que, comme j'ai dit, l'idée c'est vous donner mon appréciation au vu de mes lectures, de ce que je sais. Je ne peux pas dire plus que ce que je sais. Donc, je vous donne mes informations et les informations que je vous donne, vous pouvez vous-même les vérifier. Si le besoin, hein, si le besoin se fait sentir, vous pouvez vous-même les vérifier et ce sont les choses que vous pouvez trouver. Je peux me tromper, mais ce sera vraiment de bonne foi, pas de manière intentionnelle de vous induire en erreur. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois qu'il y a quelque chose, je prends la peine de lire pour que vous compreniez effectivement ce qui en est et que vous faites votre opinion et vous cherchez. Parce que je sais que sur Internet, on dit beaucoup de choses, souvent des choses de leur contraire. Il vaut mieux effectivement que nous allions, moi je vous conseille à tous d'aller sur le site de ACPI et de vous faire votre opinion. Bref. Mais même si comparaison n'est pas raison, je dis bien même si comparaison n'est pas raison, je vais prendre le statut de Rome. Hein? Parce que c'est ça aussi. Puisque ici, ce n'est que l'écrit. Je ne dis pas que parce qu'ils n'ont pas écrit, le juge qui nous a refusé a des arguments pour te défendre, il a même dit. Mais je vais quand même prendre le statut de Rome et je vais prendre la page 3, par exemple. Donc, il y a ici le statut de Rome que vous voyez. Je vais prendre la page 3 et vous allez... Ensuite, donc, je parlerai un peu des compétences de la CPI. Parce que c'est très important que les gens sachent quelles sont les compétences de la CPI. Donc, les compétences recevables et le droit, etc. Les crimes relevant de la compétence de la CPI, c'est crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression. On entend par crime de génocide, donc c'est l'article 6, l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire toute une partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel meurtre de membres par groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique, morale ou partielle, en total ou partielle, autant pour moi, des mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe, transfert forcé d'enfants du groupe ou un autre groupe, à un autre groupe. Ça, c'est crime de génocide. Je pense qu'on n'a pas parlé. On parle de crime contre l'humanité. Donc, l'article 7. On entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, lancée contre une population civile ou en connaissance de cette attaque. Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation
ou travail ou transfert forcé de population. Voilà crime contre l'humanité. Donc, quand on regarde ça, les choses, donc, on dit commis intentionnellement, comme on le dit, dans le cadre d'une attaque généralisée, ça dit qu'on prépare, puisque c'est ce qu'a dit le procureur. Hein, je verrai par la suite, et j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine, enfin, quelque temps avant, qu'il n'y a jamais eu un groupe constitué ayant eu pour objectif de détruire systématiquement une population donnée en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu une vision d'extermination d'une population. Il n'y a pas eu des gens qui ont été réduits en esclavage. Il n'y a pas eu de déportation ou transfert forcé de population. Vous êtes avec moi, ceux qui vivaient en Côte d'Ivoire, ceux qui y vivent encore. Si ces différents éléments sont allégués, alors je pense soit vous avez failli à votre devoir de ne vous êtes pas présenté à la CPI, ou alors vous avez caché là un crime. Sinon, je pense qu'au vu de ce que nous avons vu avec les 82 témoins du procureur, nous n'avons pas vu un tel élément de crime contre l'humanité. Donc on dit on n'entend pas extermination le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments calculés pour entraîner la destruction d'une partie de la population. Ça, c'est un élément important que je veux que vous reteniez en tête. Je pense qu'on nous avait à un moment donné, on a privé la population ivoirienne des médicaments. Mais Mme Fatou Bensouda doit savoir que, puisqu'on parle par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculés pour entraîner la destruction d'une partie de la population. Pour ceux qui étaient au pays, on sait qu'à un moment donné, il y a eu une coalition pour aider M. Alassane Draman Ouattara qui a décidé de ne pas pourvoir la Côte d'Ivoire en médicaments. Donc, ça tombe sur le coup d'un crime contre l'humanité. On n'attend pas déportation ou transfert forcé de population le fait de déplacer de force des personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement sans motif admis en droit international. Est-ce que les faits allégués ont montré qu'on a pris des populations d'un point A pour les emmener forcés dans un point B? Non. Bref, je ne vais pas faire ça. Je vais quand même vous dire, parce que, bon, Mme Fatou Bensouda qui est tant pointueuse, hein, puisque je l'ai dit, l'article 74, on dit, on doit présenter par écrit. On n'a pas dit on doit donner la décision par écrit. Je pense que la sémantique est très importante. Je parle sous le couvert des gens qui font ça. Bien. Je prends l'article 11. Donc, nous sommes à la page 11. Compétence ratio temporis. Hein, ceux qui ont fait du latin peuvent le dire. On dit la Cour n'a pas compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis, écoutez bien, commis après l'entrée en vigueur du présent statut. Donc, le statut est là depuis 2002. Si un État devient partie au présent statut, après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut pour cet État, sauf si le dit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3. Je vais parler là-bas. Pourquoi j'évoque cet élément? La Côte d'Ivoire a signé effectivement le traité de Rome le 30 novembre 1998. En Belgique, on dit 98. Mais elle ne l'a pas ratifié. La Côte d'Ivoire l'a ratifié le 15 février 2013. 15 février 2013. Le président Gbagbo a été envoyé à la CPI le 30 novembre 2011. Pourtant, on dit si un État devient partie au présent statut, après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du statut. Pour cet État. Sauf s'il le dit, bon, vous voyez. Donc, je suis un peu inquiet parce que logiquement, on ne devait pas... Et je vous ai déjà parlé du fait que on est jugé
le président Laurent Gbagbo, après la Côte d'Ivoire n'a ratifié que le 13 février 2013, alors que le président Gbagbo a été amené à la CPI le 30 novembre 2011. Vous voyez? Bon, donc la règle, si on doit être rigoureux, elle doit s'appliquer à tous. Je reviens maintenant au deuxième point qui va vite. Je vous ai déjà parlé un peu des différentes normes. Donc, ce qui fait que je vous ai parlé de l'appel. Donc, au vu de l'appel, logiquement, et ce n'est pas moi qui le dis, donc vous avez ici le document, donc je vais le lire, donc je parle un peu à Maître Altit. Je ne vais pas continuer de lui porter le tocsin, ce n'est pas mon objectif, mais c'est d'avoir plus de choses. Il est écrit le 30 janvier 2020, donc vous avez ici, défense du président Laurent Gbagbo. Voilà, vous voyez, défense du président Laurent Gbagbo. Il est écrit ici le 2020, et c'est en français. Quel est l'élément? Il dit requête de la défense afin de voir fixée par la chambre d'appel la date du dépôt de sa réponse au mémoire d'appel du procureur au 6 mars, je dis bien 6 mars 2020, du fait de non-respect par le service de traduction de la décision de la chambre d'appel du 26 novembre. Maître Altit dit qu'il demande à la chambre d'appel, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour que vous compreniez, si dans un mois on donne la décision, donc je vais revenir dessus, ça n'aura rien à voir avec l'appel. L'appel, Maître Altit dit que compte tenu du fait qu'il n'a pas reçu dans le temps qui avait été fixé, je vais un peu parcourir et puis on va le lire ensemble, donc lui demande au juge de la cour d'appel de lui permettre à ce qu'il puisse déposer son mémoire le 6 mars. Donc, ce qui veut dire ça, au moins, donc, soyez assis. Donc, afin de dire qu'on va parler de l'appel, c'est au moins le 6 mars. C'est-à-dire le 6 mars, il dépose et on va avoir le temps, puisque je crois que je viens parler de la norme, je vais revenir peut-être dessus. Une fois déposé, etc., eux, ils ont 90 jours à compter de la date. Donc, eux, ils auront 90 jours, ça dit encore 3 mois. Donc, si nous prenons mars, nous mettons 3 mois dessus. Donc, on n'est pas loin de ce que vous savez. Donc, Maître Altit dit qu'on lui permette de déposer son mémoire le 6 mars. Donc, ça à partir du 6 mars, on va commencer le comptage. Et pourquoi? C'est vrai qu'il n'a pas tort, je le dis, puisque, ça encore, je reviens à Madame Fatou Bensouda, qui est tellement assez regardante. Si nous prenons la norme 39, j'ai beaucoup de fardes, voilà. Nous prenons la norme 39, c'est des dossiers assez lourds, donc je vais être sûr que je vais mettre tout ça. Donc nous prenons la norme 39. Que nous dit la norme 39? Je vais la chercher rapidement, permettez. Bien. Donc on a ici la norme 39. Je vais vous la montrer. Donc c'est la page 18 des règlements de la Cour. Donc vous avez ici la norme 39. La norme 39 dit « Tous les documents et pièces sont déposés au greffe en anglais ou en français. » Donc, je dis ça, il a un peu raison. En anglais ou en français. Vers la fin du premier point, si la pièce ou le document original n'est pas rédigé dans une de ces langues, le participant enjoint la traduction. Il demande, non, il faut adjoindre, il faut mettre la traduction. Donc, on n'a pas dit en anglais et en français. On dit en anglais ou en français. C'est pour cela que je pose la question, est-ce que Maître Altit ne fait pas la passe ou bien c'est de manière stratégique? On va lire ce que Maître Altit dit. Qu'est-ce qui motive le fait qu'il demande à ce que le 6, on puisse lui donner le 6. Lisons-le. Donc, j'ai son document. Rappel de la procédure. Je vais faire. Le 15 janvier, la majorité donc, faisait droit à la défense. Le 16, donc le 15 janvier, donc, on a quitté le président Gbagbo. Le 16, la chambre de première instance notifiée aux partis participants, etc., c'est écrit en anglais, etc.
Le 16 septembre, le procureur déposait un acte d'appel relatif à la décision du 16. Le 7 octobre, la défense déposait une requête afin que la Chambre puisse acquitter de toutes les charges envers ceux pour lesquels il y a eu la rencontre, en fait, comment on appelle, comment on peut appeler ça en termes juridiques. Il y a eu, je vais utiliser le mot, donnez-moi le mot, le 6 février dernier. Quand ça viendra, je dirai. Donc, c'est la requête. Le 10 octobre 2000, la défense déposait une requête afin que le droit qu'a l'intéressé de recevoir en français le jugement d'acquittement, l'acte d'appel et le mémoire d'appel du procureur devant répondre du mémoire d'appel soient respectés. Donc, le 10 octobre, M. Alti demande à ce que le président Gbagbo puisse recevoir en français le jugement d'acquittement, l'acte d'appel et le mémoire d'appel du procureur. Avant de répondre, il est mieux, avant de répondre au mémoire d'appel du procureur. Ça, c'est ce qu'il dit. Le 22 novembre, il déposait une requête au fin que, bon, la version officielle, cette fois-ci, il ajoute la version officielle de l'opinion du juge Anderson, datée du 16 juillet, de l'opinion du juge Karbukia, datée du 16 juillet, et du mémoire d'appel de l'accusation du 15 octobre. Elle confirme que la période dont dispose la défense de Laurent Gbagbo pour répondre au mémoire du procureur ne peut courir qu'à partir de la notification de la défense de la version française officielle de ces documents. Donc, je reviens pour que nous comprenions. Le 10 octobre, M. Alti demande qu'on traduise en français le jugement d'acquittement, l'acte et le mémoire d'appel du procureur. Ça, c'est le 10 octobre. Le 22 octobre, le M. Alti dit qu'il faut que l'opinion du juge Anderson soit traduite en français, l'opinion de la juge Karbukia soit traduite aussi en français, le mémoire d'appel et l'accusation traduits en français. Donc, voilà. Et lui, jusque-là, il n'y avait rien eu. Et maintenant, il dit, donc je vais à la page 4, le même jour, c'est-à-dire parlant du 29 janvier 2020, à 9h26, la section de l'administration judiciaire envoyait aux équipes de défense le Grand Bleu Goudé la totalité de la tradition non révisée en français des motions du juge Anderson. Donc, ils avaient reçu tout. Donc, voilà, comme il dit, or ce n'est que le 28 janvier 2020, à la suite d'un email envoyé par la défense de Laurent Gbagbo, l'équipe de la défense recevait en une seule fois la tradition non révisée en français des motions du juge Anderson. Laurent Gbagbo et sa défense se trouvent donc dans la situation de devoir lire et analyser les 950 pages des motifs du juge Anderson pendant 10 jours ouvrés. Autrement dit, la défense fait face à une charge de travail suivante. Devoir chaque jour, pendant ces 10 jours, lire, analyser 95 pages des motifs du juge. Je ne vois pas pourquoi c'est 95 pages, alors que sont examiner à partir de la version française certains des références mentionnées dans ces 95 pages, alors qu'on me parle de 950 au départ, bref, je ne sais pas. Les restituer dans la logique générale par le juge Anderson, examiner en fonction de cette analyse des arguments retenus par le criticien dans son mémoire et en discuter en détail avec Laurent Gbagbo. La défense se trouve donc dans une situation impossible du fait qu'elle a reçu 950 pages en une seule fois et non en rolling basing, contrairement à ce qu'elle avait décidé la Chambre d'appel dans sa décision du 26 novembre. Il convient d'ajouter à cette charge du travail les audiences, c'est le mot que je cherchais, des 7 et 8 février présents, lesquelles requièrent une préparation minutieuse qui mobilise les membres de l'équipe de la défense. La charge de travail imposée à l'équipe de défense doit être évaluée à la lumière des ressources limitées dont dispose la défense. Le non-respect par le service de la tradition des mosaïques qui avait été arrêté par les juges de la Chambre d'appel le 26 novembre concernant la délivrance à la défense en ligne des motifs du juge Anderson a pour conséquence que la défense ne peut plus disposer de plusieurs semaines pour analyser en français les motifs du juge Anderson, mais seulement de quelques jours. Dans ces conditions, elle demande respectueusement à la Chambre d'étendre de 3 semaines la période du temps dont elle dispose pour répondre aux mémoires d'appel de l'accusation pour que la procédure d'appel conserve son caractère équitable. Ce délai permettra à Laurent Gbagbo de pouvoir exercer pleinement son droit à participer à sa propre défense en prenant connaissance dans sa langue du détail du jugement d'acquittement qui le concerne, ce qui préservera donc l'équité de la procédure
sans pour autant causer un retard excessif à la procédure. Par ces motifs, plaise à la Chambre d'appel de ordonner que la réponse de la défense du mémoire d'appel du procureur soit déposée au plus tard le 6 mars 2020. Mettre à titre, fait le 30 janvier. Bon, voilà. Je ne fais pas de commentaires. Moi, je ne fais que rapporter ce que je fais. Donc, logiquement, pour ceux que vous avez suivis, tout devait commencer en février. Vous voyez, logiquement, on pourrait même aller jusqu'à la fin du mois de février. Maître Alti dit que, bon, on ne peut pas aller. Ça veut dire qu'on doit commencer. Il dit que c'est trop juste. Donc, lui demande d'abord de déposer son document. Enfin, ses documents, après avoir lu le 6 mars. Donc, c'est à partir du 6 mars que va compter la chose. Donc, je ne sais pas si c'est de manière stratégique, puisqu'il y a eu cette audience du 6 février où lui, il a demandé que le président Gbagbo puisse avoir tous ses droits, si c'est de manière stratégique, pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse donner cette décision qu'il demande que cela aille au-delà, ou alors si c'est encore une passe qu'il fait à l'adversaire, je n'en sais rien. Mais au moins que vous le sachiez, pour que vous ne soyez pas pris de coup en disant mais ça tarde, non. Si on doit commencer, c'est au moins, ça dit que par extraordinaire, c'est peut-être à partir du 7 mars que va commencer la question d'appel, on va commencer à étudier, bref, etc. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sans entrer trop en profondeur de ce qui en est. Donc c'est ce qui s'est passé le 6 février, ça n'a rien à voir avec l'appel, c'est que Maître Alti qui le 7 octobre a demandé, compte tenu du fait que le président Gbagbo était acquitté. Merci Célestine, anticonstitutionnalisme. Oui, et ce qui est assez paradoxal, je voulais m'empêcher, hein, Célestine, c'est toi qui m'invite en erreur, de faire des commentaires. Ce qui est un peu assez paradoxal, c'est que le procureur n'a rien dit. Elle est contente. Donc, on se pose beaucoup de questions. Bref, voilà. Oui, mais la cour d'appel ne peut... Puisque le procureur n'a pas fait d'objection, donc la cour d'appel va accepter. Donc, c'est à partir du 6 que lui va déposer son document. Donc, quand il dépose, ils ont 90 jours, ça dit 3 mois. Donc, il peut le faire avant. Hein. Donc, pour donner la décision, s'ils sont pressés, ils peuvent le faire avant. S'ils ne sont pas pressés, ils peuvent attendre. Bref, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, comme j'avais décidé de ne pas durer et je pense être dans le délai, j'espère que, voilà, il me reste logiquement 6 minutes. Hein. Je vais revenir la semaine prochaine ou les autres jours sur ce dont je viens de parler, mais au moins qu'on ait cette information. L'autre élément concerne effectivement, excusez-moi, Crisis Group. Et je voudrais que nous soyons proactifs ou proactives, je parle, hein, pour que nous disions la vérité aux gens. Vous pouvez